je suis Mayolek et j'aime un peu fouiner la merde. Non pas qu'il faille se forcer pour le faire chez Disney Toon. Les ambitions, de même que le temps de production à la baisse, n'ont pas aidé à ce qu'on regrette grandement ce studio. Et aujourd'hui, on va tirer sur cette ambulance malchanceuse en listant leurs 13 plus gros ratages à mes yeux. Pourquoi 13 ? Parce que j'aime aller un cran au-dessus. Enfin, plutôt 3 ici, mais vous avez saisi la référence. En avant pour le top 13 des pires scènes des suites et spin-offs Disney Toon. Pas d'envoi de fleurs, pas de douceur, pas de poème, de discours, et pas de belle de nuit, ni de belle de jour. Numéro 13. Ex aequo avec... Ils sont tous les deux numéro 13 parce que c'est le même principe débile. Le même type d'exagération puérile dont j'ai déjà parlé dans ma liste des pires scènes Disney Animation Studios Pixar. Et je sais qu'on va me dire une fois de plus que c'est surtout du cartoon pour faire plaisir aux mioches. Mais d'une part, je pense qu'un enfant peut apprécier de l'humour un chouillard cherché, et d'autre part, ces films ne sont pas du cartoon. Ils racontent des histoires qu'on est censé prendre au sérieux. Censé étant le maître mot. Et ça n'aide pas une seule microseconde de voir un enchaînement totalement improbable pour le gag facile là-dedans. Et zut, c'est même pas juste pour ça. Parce que c'est cet événement forcé-ci qui amènera Jacques à avoir sa conclusion d'arc dans Cendrillon 2, et cet événement forcé-là qui amènera la scission dramatique au sein de nos personnages dans Rox et Rookie 2. Donc, d'un côté, on est censé en rire bêtement, et de l'autre, on est censé en tirer un moment pivot de l'intrigue. Non, ça marche pas une seule seconde. C'est du gros foutage de gueule et un doigt d'honneur à l'intelligence du spectateur, quel que soit son âge. Pixie, mais enfin, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai accepté de jouer dans une suite Disney Toon. Numéro 12. Mais ta boîte de vitesse... Je sais. Merci quand même, Marou. Y'a pas de quoi. L'un des thèmes récurrents que vous verrez dans cette liste, ce sont les scènes qui ruinent ce qui a été instauré avant, et celle-ci doit être la seule du lot qui soit intrinsèque au film. Parce qu'on démarre de la prémisse intéressante que Dusty est détraqué sans moyen de réparation, et donc qu'il ne peut plus faire de course. Tout son arc reposera sur cette incapacité qui le rongera, ainsi que les faux espoirs sans résultat qu'il se donnera. On a appelé tous les fournisseurs, tous les garages, toutes les décharges du pays. Mais à la toute fin, le film s'est dit... Merde, réparons ça. C'était le plus grand défi de toute ma carrière. Tu as désormais une boîte de vitesse épicyclique concentrique à réduction sur mesure. Tout d'un coup, le super mécano du coin a réussi l'impossible et tout va bien dans le meilleur des mondes. Sans rien avant, pour un tant soit peu appuyé qu'il avait les capacités de le faire, tout ça pour le plaisir de donner une bonne petite happy end des familles. Vous voyez les enfants, tous les soucis peuvent s'arranger si le scénario est de votre côté. Le monde est parfait. C'est une insulte envers le drame intéressant mis en place, une insulte envers les proches de Dusty dont tous les efforts vains au fil du film ne signifient plus que dalle, et une insulte envers le public qui apprécie les récits amenés. Désolé de vous l'apprendre, monsieur, mais vous avez un cancer incurable. Oh mon Dieu, c'est affreux. Oh ben, en fait, en forçant un peu, on a pu vous guérir. Oh! Cool! Numéro 11. Félicitations, Lilo. Rends cette créature au petit animal à la tête de gerbille. Je suis un hamster. Ça peut vous paraître anodin comme scène, mais c'est facilement l'un des pires cas de mise en scène foireuse jamais faite par Disney Toon. Stitch a noué un lien avec l'autre expérience de façon totalement expédiée. Donc, lorsque Lilo doit faire l'échange pour libérer Jumba, elle est mise face à un dilemme. Quel suspense insoutenable! Enfin, peut-être que ça en serait un si l'animation faisait un début d'effort. Et au bout du compte... Vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Tu es libre, petit cousin. Libre de pouvoir aller foutre la merde comme tu l'as fait au début, tandis que mon pote Jumba risquera davantage de se faire tuer! Je suis une super-héroïne! Il n'y a aucun
aucune réflexion derrière, et pire, aucune conséquence, puisque nos méchants se comporteront en abrutis finis en n'utilisant pas leur otage à leur avantage. Ah, ça, c'était de la super menace! Mais c'est pour les enfants, parce qu'ils sont pas assez bien pour qu'on pense à une bonne mise en scène pour eux. La facilité grossière avec laquelle les événements s'enchaînent pour appuyer la décision aucune concession de la part de Lilo, c'est un mépris envers le public. N'importe quel pecno peut s'imaginer un enchaînement d'événements. Le travail des scénaristes et des animateurs consiste à les organiser de façon fluide pour que ça passe chez le spectateur averti. Et il n'y a quasiment aucune trace de ce travail ici. Numéro 10. Ces gens-là sont... Ces gens-là sont quoi? Tu mets tout le monde dans le même sac, c'est toujours pareil. Ok, je triche un peu parce que c'est plus une collection de scénettes ci et là, mais je peux vraiment pas supporter ce traitement de personnage. Dans le premier film, Phébus a un arc intéressant où il est pris en dilemme entre son devoir de chef de garde et ses principes. Très vite, on voit qu'il est le plus tolérant représentant de l'autorité. Mais apparemment, Esmeralda nous pique une crise d'amnésie à ce sujet, en faisant un parallèle moisi entre les forains et son peuple, comme quoi il aurait cette tendance à juger les gens différents. Comme tu l'as fait avec moi. Mais va te faire foutre, ma grande! Mais le pompon pour moi, c'est clairement la fin où il reconnaît son erreur. J'avais tort. Du début à la fin. Oui, j'avais tort d'épouser une grognasse qui me traite de raciste alors que j'avais des soupçons fondés. Je demande le divorce. Ça aurait peut-être un peu sauvé les meubles s'il avait rajouté ça. Mais non, il avait tort d'avoir des a priori qu'il n'a jamais eu et de mal voir toute une troupe itinérante qui s'est avérée coupable sauf une personne. Le personnage se fait prendre de haut par les autres pour rien et c'est particulièrement irritant chez moi. Tout le monde m'en veut. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Numéro 9. Je vais faire court parce que j'ai traité le film récemment et que je compte me pencher sur le problème de fond dans un numéro ultérieur. Faire que la bête se mette complètement à traiter Belle comme une prisonnière, quelles que soient les circonstances, c'est une régression de personnage rageante. Rajoutez à ça que les circonstances sont incroyablement forcées et c'est un moment spécialement désagréable à encaisser. J'aurais dû savoir que vous ne seriez jamais rien d'autre qu'une bête féroce. Et ça vous rajoute un côté excitant. C'est pour ça que je vais vite vous pardonner. Oui, honnêtement, la seule façon pour que ce scénario me plaise d'une quelconque manière, ce serait que ça parte vers du hentai. Numéro 8. Oh, ce petit a vraiment le rythme dans la peau. Je suis avec lui. C'est carrément un petit poisson. Faut arrêter de vouloir faire du hip-hop, Disney. Jump in the Line, ou Shake Signola, est une chanson d'Harry Belafonte composée en 1961. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Donc ouais, déjà ça correspond moyennement à l'époque dépeinte dans La Petite Sirène, mais si le souci ne venait que de là, je ne vous cache pas que c'est déjà une déception de voir un film animé Disney faire des reprises pour une grande partie de ses chansons. Même à son pire niveau, Disney Toon fait quand même un effort de créativité sur ce plan habituellement. Mais alors, quand en plus de ça, on veut leur donner un air plus Jones, Danse, 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 Señora, on va s'amuser. On va s'amuser. Danse, 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 Señora, toute la soirée. c'est embarrassant. On fait le break. Saute, saute, sauter et bouger. Il faut bien balancer. Et il Saute, recommence. saute, sauter et bouger. Dis quel Il faut gros bien avec balancer. moi, garçon. Saute, saute, sauter et bouger. J'ai pas de mots là. Si vous ne voyez pas le problème de vous-même, je ne peux rien pour vous. Votre esprit artistique est perdu dans les méandres de la médiocrité et ce serait peine perdue d'essayer de vous en extirper. Et si ça me désespère autant avec ça, je n'ose même pas imaginer comment je l'aurais pris si ça avait été une chanson que j'appréciais à la base. Numéro 7. Vous auriez dit à Tipo de tricher? Je lui ai seulement dit qu'il ne devait reculer devant rien. Je déteste les drames romantiques forcés. Vous vous souvenez de ça ?
Ou de ça? Tu mets tout le monde dans le même sac, c'est toujours pareil. J'espère, parce que j'en ai parlé il y a 3 minutes. Ce genre de scène est presque une contrainte que se donnent les romances pour apporter du suspense, parce que sinon ce serait trop plein. Ce qui fait qu'on passe alors à du chiant. Et ça le devient encore plus dans un film qui se veut comique déjanté. Quasiment tout est traité à la rigolade dans King Kong, et c'est assez épatant de voir la grande rupture être jouée aussi sérieusement. Ça fait tâche à un niveau plutôt élevé. Et en toute sincérité, j'ai un peu de mal à être pris dans le sérieux de la chose quand un des deux parties donne envie de lui coller des claques. Tipo a fait une saleté en se laissant emporter par l'ambiance de compétition. Et plutôt que de simplement reconnaître que c'est une conséquence d'une erreur commune comme ils l'ont fait avant, Birdwell décide de considérer Kronk comme un sale rustre auquel on ne peut plus se fier. Je ne veux plus jamais vous entendre. Car il fallait une excuse pour qu'il perde sa femme chérie dans le 3e acte. C'est la partie la plus forcée de ce film qui donne une image détestable à ce nouveau personnage. Et vu qu'elle lui aura pardonné hors champ à la fin, ça fait passer cette décision comme une bête saute d'humeur parce que c'était la mauvaise période du mois ou je ne sais quoi. Souvent, femme varie, comme on dit. Excusez-moi, ça fait sexiste? Bah dites-le à ce film. Vous avez parfaitement su trouver la façon de décrédibiliser un personnage et une romance avec cette scène. Numéro 6. Je souhaite... Quand un moment vous met en état de mort cérébrale pendant quelques secondes, c'est qu'il doit y avoir un truc qui cloche. Flambeau, ce que je souhaite, c'est que tu arrêtes un petit peu. Voyez, impossible d'avoir la moindre chose qui me passe par le crâne juste après ça. Ce miroir au vœu, introduit de façon très fortuite, est le grand objectif de Clochette pour réparer son erreur. En termes de drame, ce n'est pas inintéressant du tout de montrer que cette quête l'amène à une impasse. Et vous aviez un tas de moyens de le faire. Le miroir est en fait cassé, il n'a jamais été magique, Clochette doit s'en servir pour sauver la vie de son compagnon, les possibilités sont grandes. Mais vous avez choisi la voie de la connerie. Le genre de scène qu'on ne devrait voir que dans les parodies, et ce n'en est pas une. On est supposé ressentir de la peine pour elle 5 secondes après ça. Désolé, je ne ressens pas de peine pour les débilos. Vous ruinez tout le poids d'un instant au potentiel fort avec l'une des idées d'écriture les plus stupides que Disney Toon n'a jamais eu. En un sens, c'est plutôt une prouesse. Numéro 5. Je ne savais pas du tout que c'était les fées qui étaient responsables des changements de saison. Je croyais que c'était la conséquence de la rotation de la Terre sur son axe autour du Soleil. J'ai un profond respect pour la science. La notion d'apprendre le fonctionnement des choses en détail en s'appuyant sur les faits purs, c'est pour moi la quête intellectuelle la plus noble et l'une des 2 raisons principales qui situent l'être humain au-dessus de tous les animaux terrestres. La seconde étant la diversité de sa créativité artistique, et là-dedans, il est parfois normal de faire un peu fi de la science. Quand la magie existe dans une histoire fictive, c'est évident qu'il faut évincer certaines lois de la physique. Mais il y a une chose qui, à mon sens, ne devrait jamais se faire dans ces cas-là, les rabaisser. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. La pensée cartésienne est diabolisée dans ce film et cet échange léger est pour moi le point culminant de cette insulte. Justement parce que c'est traité à la légère. C'est encore plus irritant d'entendre quelqu'un dire nonchalamment « Bah en fait, la science c'est de la merde !» Et vu le ton de tout le film, on sent moyennement que c'est une maladresse de passage. Tout dans cet opus pue la condescendance à ce sujet et c'est ce moment-là qui sent le plus. Numéro 4. J'ai un mépris tout particulier envers cette suite, car elle semble vouloir constamment tourner au ridicule tout ce que le premier film a instauré. La jungle est dangereuse et la cohabitation y est dure. Non, tout va bien, tous les animaux s'entendent. Mowgli doit grandir dans un environnement qui lui correspond pour s'épanouir au mieux. Bah, il peut passer de l'un à l'autre comme il veut. Et cette scène de merde rentre dans la même catégorie, parce qu'en plus d'être une désacralisation insultante d'un personnage censé être dangereux au départ en mettant en avant un chieur de façon forcée, ce qui est déjà pas mal,
Ça crache là aussi sur le message que le premier film veut faire passer. Un peu à l'instar de Ranjan, Mowgli était lui aussi très têtu dans ce qu'il voulait. Mais le premier film insistait bien que ce n'était pas un caractère bénéfique. En particulier avec K qui a manqué par 2 fois de le bouffer parce qu'il lui a fait face sans trop réfléchir. C'était une des nombreuses façons d'appuyer les dangers de la jungle. Mais là, ça vaut plus rien. Bien sûr que vous pouvez foncer à l'assaut d'un python, les enfants. Tant que vous avez le courage et l'élément de surprise, ça devrait pas poser de problème. Et à aucun moment, il ne sera réellement mis face à l'adversité de l'endroit. Il pourra se permettre toutes les petites initiatives qui lui chanteront sans subir la moindre conséquence. Parce que la jungle, en fin de compte, c'est pas si méchant que ça. Ce film chie sur le premier livre de la jungle et c'est ce passage qui l'illustre de la façon la plus rageante. Numéro 3. Vous avez été très courageuse de remplacer votre père dans l'armée. Oh, merci. Merci beaucoup. Votre devoir était de rester chez vous, mais votre cœur vous a dicté d'enfreindre les règles. J'ai beau apprécier ce film en tant que plaisir coupable, je ne pourrai jamais lui pardonner ça. La décision de Mulan dans le premier film, même si elle suit un peu un désir de s'affirmer, est avant tout un acte de sacrifice pour sauver une personne qu'elle aime. L'attachement est fort et nous rend automatiquement admiratifs de notre héroïne. Et on voit une fois de plus que Disney Toon adore rabaisser les exploits des œuvres de son aîné, car ils se sentent le besoin de faire un parallèle bien gras avec la situation de notre jeune princesse qui hésite à se marier pour empêcher une guerre. Comment avez-vous choisi entre votre devoir et votre cœur? Je me suis rendu compte que mon seul devoir est celui de mon cœur. Mon seul devoir est celui de mon cœur? Oui. Bon, par contre, si suivre mon cœur me demandait de condamner des dizaines de milliers de vies, je pense que je ne l'aurais pas fait. Ah, je vois. Cette conversation est le gros catalyseur bien gras qui enclenchera tout un pseudo-conflit moral qui se contentera d'aborder les choses en surface avec la mentalité d'un gamin de 8 ans. C'est pas bien de pas suivre son cœur, nah. Ce qui, déjà en soi, est le plus gros tort de ce film, mais quand la scène qui déclenche ça a l'audace de situer cette approche au même niveau idéologique que celle du premier film, c'est une pilule particulièrement difficile à avaler. Ravi de vous avoir éclairé. Numéro 2. Non, 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 1000 fois non. Je suis un love machine. Je hais ce putain de mec. J'ai une aversion plutôt poussée envers les stéréotypes débiles et les dragueurs lourds, alors quand on combine les deux, c'est le jackpot. El Chupacabra est une farce pas drôle et son moment de gloire vire à la tragédie non intentionnellement glauque. Durant tout le film, il se fait rembarrer à juste titre par une nana qu'il harcèle. Mais c'est pas juste pour le pauvre petit gars. Alors, lorsqu'il lui fait une énième tentative de drague, parce que c'est charmant d'insister comme ça, prenez exemple les jeunes, et que ça ne marche pas une fois de plus de façon incompréhensible, eh bien il lui faut juste un coup de pouce de son ami Roméo pour taper juste. Chaque fois que je t'approche, en moi s'accélère le courant. Car il suffit de savoir brosser une femme dans le sens du poil pour se la mettre dans la poche, j'ai pas raison. Je commence de plus en plus à soupçonner qu'il y avait quelques machos chez Disney Toon. Donc non seulement ça renvoie une image très discutable de la jante féminine, mais en plus on montre un individu dégoûtant recevoir une récompense qu'il ne mérite pas une seconde. Si vous vouliez rendre un personnage de soutien détestable, vous avez parfaitement su comment vous y prendre. Et le pire de Disney Toon pour moi est toutes les scènes autour de la bête dans La Belle et la Bête 3. Oui, elles sont toutes aussi affreuses les unes que les autres. Je n'ai jamais vu un personnage se faire métaphoriquement violer à ce point. Merde, je me demande si ça n'aurait pas été mieux qu'il le soit littéralement. Je suis sûr qu'il doit exister du hentai là-dessus. Et qu'il est moins insultant que ça. Que ce soit pour le dépeindre comme un ahuri inculte. Tu n'es pas à me montrer qu'on dit je ne sais pas quoi. Comme un gamin qui croit toujours avoir raison. Ou comme un tyran qui pense que tout lui est dû. Il aura la liberté de chanter pour moi. Il passe par toutes les tares qu'on puisse imaginer. Parce que chaque segment a besoin d'un conflit, et les créateurs n'ont rien trouvé de mieux que de faire régresser le personnage à la mentalité de ses tout débuts avec Belle pour ça.
Et encore, je dis ça, il arrivait à être nettement plus charmant dans cette période-là que durant ces scènes. Mais le problème est là, si Belle en vient à être attirée par cet homme, c'est parce qu'il arrive à montrer assez vite ses meilleurs côtés. La partie monstre effrayant et colérique ne dure qu'une demi-journée durant la présence de Belle au château. Elle est censée le connaître majoritairement via sa nature plus douce qui fait surface. Faire tourner cette dynamique en rond, c'est passer totalement à côté des mérites des personnages. Belle qui est intransigeante et la bête qui sait réagir au bon comportement. Dans ces scènes, vous ne faites qu'illustrer qu'il apprend peu ou pas de ses erreurs et qu'il n'évolue pas vraiment de ses leçons. Et vous comptiez faire toute une série avec régulièrement des épisodes comme ça? Dieu merci, on a évité la pire catastrophe. Ça ruine le personnage qui devient complètement imbuvable et ça ruine toutes les fondations de cette romance. Car Belle voudra toujours l'aider et croire en lui en dépit des saletés régulières qu'elle l'observera faire, en acceptant joyeusement ses excuses de dernière minute, bien qu'il ait de fortes chances de récidiver par la suite. Comme si elle s'attachait de force à lui en s'habituant à ses abus. Comme si elle souffrait du syndrome de Stockholm. Bravo, monde magique de La Belle et la Bête, tu viens de donner raison au petit malin qui s'amusait à railler le premier film sur ce point. Tu as rabaissé la Bête en un tortionnaire abusif et Belle en une victime semi-consentante. Je viens de voir deux de mes persos Disney préférés et mon second couple Disney préféré être réduits à une triste caricature d'eux-mêmes, et je ne pourrai jamais effacer ça. Merci. Je conchis ce film comme je pense n'avoir jamais conchié une suite avant. J'ai compris. Et malgré tout ça, je pense qu'il ne faut pas trop garder Disney Toon en grippe. Le studio aura apporté plus de mal que de bien, souvent à cause de contraintes de production, mais ces nombreux faux pas ont souvent eu leur juste réception, et s'il ne faut pas oublier le négatif, il est plus profitable de garder d'eux le positif qu'ils ont apporté. Et parmi ce positif, il y a eu légèrement ce film. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay.